Les ODD 7, 8, 9, 10 et 11 sont regroupés dans le pilier prospérité. Au Bénin, les réalisations se chiffrent à 99 milliards 919 millions de francs CFA, représentant ainsi 53,81% du montant programmé selon le rapport 2019 suivi de la mise en œuvre des ODD. Un montant colossal qui nécessite de savoir de quelle réalisation s'agit-il vraiment. Nous aborderons uniquement les réalisations sur l'ODD 7 intitulé Énergie propre et d'un coût abordable. Il s'agit, à travers cet objectif, de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. Pour faire ce bilan à mi-parcours, Bénin ODD TV accueille pour vous, chers internautes, le ministre de l'Énergie, M. Donat Jean-Claude Rousseau. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Quelle est la situation actuelle de la fourniture de l'énergie électrique au Bénin? Vous savez, on ne peut pas répondre à cette question sans vous faire un rapide état des lieux de ce que nous avions hérité, je dirais, en avril 2016. Nous avons constaté en fait qu'on était, puisqu'on parle des ODD, qu'on était arrivé dans ce que je peux appeler un désert énergétique électrique et que nous avions comme devoir, à travers l'ambition du chef de l'État, de transformer en une forêt verdoyante d'énergie électrique. Alors, tout ça pour vous dire que notre pays était sujet à des délestages sauvages qui entraînaient des souffrances énormes à nos concitoyens, avec plusieurs peines, ce que j'appelais d'ailleurs la double peine, à la fois la peine concernant la pénurie énergétique électrique, qui s'associait à une pénurie aussi de l'eau. Parce que comme nous n'avions pas suffisamment d'énergie électrique, on ne pouvait pas suffisamment produire de l'eau en quantité et faire des réserves. Ce qui faisait d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y avait coupure d'électricité, il y avait coupure d'eau. Qu'ils vous souviennent d'ailleurs que dans les salles de bain ou dans les douches, il y avait des seaux pour se ravitailler en eau, pour se prémunir donc des aléas quotidiens qu'on rencontrait dans ce domaine. Donc, très tôt, le gouvernement a pris la mesure de la situation, en cohérence d'ailleurs avec les promesses électorales du président Patrice Talon, qui disait d'ailleurs que l'énergie devrait devenir le sang qui coule dans les veines de ses concitoyens, ce qui montre le caractère vital de cet intrant stratégique, mais énormément capitalistique. Et le constat a été que ce domaine éminemment capitalistique qui a besoin d'investissements réguliers et durables a souffert pendant des décennies de ce manque d'investissement. Et c'est ça également que nos concitoyens ont payé à travers toutes ces souffrances. Donc un plan d'envergure a été mis en place, le plan de redressement du secteur de l'électricité, dès avril-mai 2016, avec comme objectif à travers des actions court, moyen, long terme, faire progressivement que la situation s'améliore notablement et durablement. Fin 2016, on avait comme objectif du président de la République de tout faire pour que les Béninois puissent fêter avec la lumière. Ce que nous fîmes avec évidemment des actions de mobilisation, de moyens provisoires, de location pour pouvoir alimenter nos concitoyens. Et pendant ce temps, nous avons lancé des opérations qui consistent donc à préparer la construction de nos centrales. Il faut savoir qu'en avril 2016, plus de 97% de notre énergie électrique était importée. Nous n'avons quasiment pas de production locale en énergie électrique. Et donc, ce qu'on avait simplement, c'était un certain nombre de machines en location pour produire de l'électricité, mais avec une difficulté particulière. Ces machines ne pouvaient produire de l'électricité que si on pouvait trouver un peu d'électricité ailleurs pour alimenter leurs auxiliaires pour qu'elles fonctionnent. Donc, vous voyez la quadrature du cercle, on était vraiment dans une situation compliquée. Nous avions donc lancé en parallèle un appel d'offres international pour la construction d'une centrale
euh, dual fuel, c'est-à-dire qui peut utiliser du gaz et du fuel lourd, mais prioritairement du gaz pour deux raisons principales. C'est la protection environnementale, parce que la pollution est moindre, et puis par rapport au gaz, et puis deuxièmement, le coût qui est plus abordable, ou en tout cas au meilleur coût par rapport à d'autres intrants. Et en parallèle, nous avions lancé la réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures de production d'électricité qui étaient à l'arrêt depuis des années dans notre pays, notamment à Porto-Novo, à Parakou et à Natitingou, et qui m'a fait d'ailleurs dire le 9 avril 2016, 2 jours après ma nomination, quand j'étais sorti, que je pensais visiter des centrales, que j'avais malheureusement visité des musées. Ces musées ont été transformés maintenant en centrales pour près de 10 milliards dans ces 3 grandes villes et sont opérationnels aujourd'hui. Mais en même temps, nous avions faire en sorte que l'électricité en provenance du soleil soit une préoccupation au cœur donc des ambitions du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays béni des dieux avec beaucoup de soleil et ne pas l'utiliser et faire ce que j'appelle l'effet tournesol. Vous voyez cette plante qui, en fin de journée, baisse sa tête à l'opposé du soleil. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris, à travers un certain nombre d'initiatives, on va revenir là-dessus, le taureau par les cornes pour pouvoir en jouir efficacement. Donc, des actions court, moyen et long terme, à la fois pour couvrir l'ensemble des pans du système électrique, qui sont la production, le transport et la distribution. Je dirais dans une moindre mesure la commercialisation. Mais chaque fois qu'un de ces pans est en déficit, l'électricité ne peut pas passer. Donc le gouvernement fait feu de tout bois pour couvrir l'ensemble de ces pans, pour permettre à nos concitoyens de bien jouir de cet intrant majeur, vital, stratégique, pour à la fois l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens d'une part, mais d'autre part par rapport au tissu économique que sont les industriels, les artisans, etc. Alors, avec votre présentation très riche, on se rend compte que l'énergie électrique est disponible. Mais malgré cette disponibilité, on constate des perturbations. Comment cela s'explique? Alors, je vous ai dit tantôt que nous avions péché dans ce pays par manque d'investissement dans un secteur éminemment stratégique, mais surtout capitalistique, qui nécessite des investissements énormes, durables. Et c'est ça qui nous a rattrapés. Il y a eu un atelier que j'avais organisé il y a 3 ans sur quel est le besoin en matière donc d'infrastructures, de transport, de distribution dans notre pays. Nous avons obtenu un résultat qui va vous donner le tournis, comme on dit, un besoin de plus de 2500 milliards pour pouvoir rattraper des dizaines d'années de carence que nous avons obtenues. Donc, nous avons un réseau malheureusement vieillissant ou vieilli à cause de ces éléments que je viens d'évoquer et qui, à la moindre difficulté, y compris atmosphérique, ou bien saturation de sollicitations pour alimenter les clients, donc se met en défaut à travers soit des déclenchements, soit des fusions de certaines composantes qui n'ont pas été prévues pour pouvoir supporter des charges importantes. L'exemple typique, c'est la ville de Calavi, parce que c'est symptomatique. C'est une localité qui a vu sa population croître massivement. Or, les infrastructures pour alimenter la population en électricité n'avaient pas suivi cette augmentation massive. Ce qui fait que dans des périodes, par exemple, où on a ce qu'on appelle le pic de consommation entre 19h et 21h, il y a une très forte demande de la population, normale, mais les tuyaux par lesquels l'électricité va passer ne peut pas supporter le niveau de demande. Donc, cette saturation entraîne donc des fonctionnements, des protections des lignes pour éviter qu'elles ne se dégradent, donc coupures, etc. C'est la somme, en fait, à la fois de la vétusté de nos installations qui mérite effectivement un plan d'envergure, et c'est ce que le gouvernement s'attache à faire pour à la fois moderniser, restructurer, étendre, densifier,
pour pouvoir obtenir un maillage conséquent pour permettre à nos concitoyens de bénéficier de cette énergie que nous savons maintenant produire pour que ça puisse aller dans les foyers, mais aussi au niveau du tissu industriel et artisanal. Est-ce qu'il est possible que d'ici quelques décennies, on peut se passer de l'énergie importée à l'énergie propre, c'est-à-dire en utilisant les panneaux solaires pour que toute la population béninoise puisse accéder à cela? Est-ce que c'est possible? Nous n'avons pas besoin de passer forcément à l'énergie solaire pour que tout le monde puisse avoir de l'énergie électrique, en tout cas. Le gouvernement du Bénin veut un mix énergétique responsable. Ça veut dire quoi? Un mix énergétique électrique responsable, c'est un mix énergétique qui rassemble l'ensemble des sources potentielles de production d'énergie électrique, y compris les énergies renouvelables, pour lesquelles le gouvernement du Bénin se met un point d'honneur à les développer à travers deux actions majeures et historiques d'ailleurs dans notre pays. Premièrement, l'année dernière, nous avons été dotés d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Ce n'est jamais arrivé dans notre pays, qui nous donne une visibilité sur au moins les 10 prochaines années, à l'horizon 2030, sur ce que doivent être les énergies renouvelables dans notre pays. Deuxième action majeure, en plus de ce que j'appelle cette boussole d'orientation stratégique pour les énergies renouvelables, c'est un premier projet que nous avions lancé au mois de novembre dernier au sud-est du Bénin, à côté de Koubé, une centrale d'envergure, et c'est une première également dans notre pays, de 25 mégawatts, financée avec l'appui de l'Union européenne et l'Agence française de développement. Et d'autre part, avec l'appui du Millennium Challenge Account, nous avions lancé un processus d'appel d'offres pour la construction de 4 centrales solaires dans 4 localités bien ensoleillées de notre pays, que sont Boycom, Parakou, Djougou et Natitengu, pour un total de 50 mégawatts. Et à côté de ça, nous avons 2 promoteurs privés qui ont été retenus pour construire 2 fois 10 mégawatts. En fait, l'objectif pour fin 2022, au plus tard début 2023, le Bénin aura son mix énergétique qui aura comme composante au niveau des énergies renouvelables l'équivalent de 25% de la production locale dans notre pays. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, en l'espace de 2-3 ans, nous allons passer de 0% de contribution d'énergie solaire à presque 25% de notre projet. Ça marque en fait l'ambition jamais égalée, en tout cas particulièrement pour ce secteur. Est-ce que les moyens sont disponibles? La réponse est oui. La mobilisation des ressources est bien là pour que, en tenant compte du temps des études incontournables, parce que nous ne voulons pas faire n'importe quoi, du temps de construction incompressible, et l'objectif visé sera forcément atteint pour, à l'horizon de 3 ans, l'autonomie énergétique électrique, tant, je dirais, ambitionnée ou rêvée par les Béninois, va devenir donc une réalité. Alors, dans vos explications, vous avez utilisé des termes énergie propre, énergie renouvelable, meilleur coût. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les énergies propres, évidemment, comme vous le dites si bien, c'est aussi ce qu'on appelle de l'énergie verte, qui prioritairement va vers les énergies renouvelables, notamment solaire, on en a parlé, mais c'est aussi de l'hydraulique, de l'hydroélectricité en utilisant l'eau. Je dirais que c'est de l'énergie qui utilise principalement des intrants renouvelables qui ont moins d'impact sur notre environnement. C'est-à-dire les émissions générées par l'utilisation de ces intrants pour produire de l'électricité affectent moins notre environnement, d'où le mot énergie propre. Nous privilégions dans ce cadre effectivement le solaire, l'hydroélectricité. D'ailleurs, dans ce cadre, nous avons un projet énorme, ambitieux, de construction de barrages hydroélectriques sur le principal fleuve d'envergure au Bénin, qui est le fleuve Womé, où nous avons noté, après étude, 3 potentiels projets, Dogobis, Vossa
et Betero pour respectivement 128, 60 et 20 mégawatts. Avant la fin de cette année, nous allons lancer un appel d'offres pour ce premier projet de 128 mégawatts. Mais le gouvernement a voulu que, désormais, la vision que nous avons à travers l'hydroélectricité doit être une vision qui épouse ce que j'appelle la multifonctionnalité. C'est-à-dire, une centrale hydroélectrique qu'on doit construire doit être capable non seulement de produire de l'électricité, mais également d'assurer l'irrigation dans des zones traversées. Et troisièmement, contribuer à ce que je peux appeler la gestion intégrée des ressources énergétiques pour pouvoir aider à réguler les problèmes d'inondation dans le sud. Donc, vous voyez, énergie propre, énergie renouvelable, énergie verte, c'est un engagement de ce gouvernement. Et je rappelle encore une fois que le deuxième projet phare du secteur de l'énergie constitue les énergies renouvelables. Dans ces efforts, vous êtes accompagné également par les partenaires techniques et financiers qui vous aident. Nous avons entendu parler du projet Panaénergie, du projet Biomasse. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers ces projets-là? Alors déjà, c'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent cette ambition du gouvernement. Je dirais pour une simple raison, c'est que parce que le niveau de soutien obtenu aujourd'hui est inégalé dans notre pays. Jamais vu. Je vais simplement vous dire que le niveau d'investissement sur les 4 dernières années, c'est-à-dire à 80% du quinquennat, est supérieur, et j'ai été même surpris, je vous l'avoue, est supérieur à la somme des investissements sur les 3 derniers quinquennats. Qu'est-ce qui explique cela? À la somme des 3 derniers quinquennats. En tout cas, je n'étais pas là sur les 3 précédents quinquennats, donc j'aurais du mal à vous expliquer. Ce que je sais, c'est que sous ce quinquennat, priorité a été accordée à ce secteur. Une détermination sans égale, avec une ambition, une volonté politique inégalée qui est constante et qui, aujourd'hui, à travers cette vision claire de là où on veut aller, comment on veut aller et quand est-ce qu'on veut aller, rassure les partenaires techniques et financiers qui se mobilisent derrière et à côté de nous pour qu'on puisse transformer vraiment durablement ces performances que nous sommes en train d'engranger mois par mois, année par année. Donc, il y en a plusieurs, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit les Américains du Millennium Challenge Account, l'Agence française de développement, l'Union européenne, j'en passe, parce que citer, c'est aussi oublier, mais qu'ils sachent quand même qu'ils sont dans notre cœur par rapport à tout l'accompagnement qu'ils nous apportent. Alors, de quelle manière encouragez-vous l'investissement dans les infrastructures énergétiques au Bénin? Nous avons fait des réformes dans ce sens, des réformes profondes, des réformes que je qualifie souvent d'audacieuses, même si elles sont difficiles, mais ô combien nécessaires si on veut vraiment transformer durablement ce secteur. 1. Nous avons travaillé sur un nouveau code de l'électricité. Le précédent datait d'une quinzaine d'années et ne répondait plus aux préoccupations actuelles et de demain. Notamment, encourager les investisseurs à venir investir, les rassurer, faire en sorte, effectivement, qu'on ait des instruments d'exonération des taxes d'un certain nombre pour pouvoir les attirer et les encourager à venir massivement. Ça, c'est un travail qu'on a fait. Nous avons mis en place ce que j'appelle le décret de l'électrification hors réseau. Vous savez, l'électrification rurale dans notre pays est le parent pauvre de notre système électrique et le gouvernement s'est mis un point d'honneur à transformer, à changer ce paradigme. À travers ce cadre réglementaire, on veut inciter les investisseurs à investir au niveau rural quand on voit l'impact très important dans la vie au quotidien de nos frères et sœurs du milieu rural, à travers ne serait-ce que la présence de l'énergie électrique au niveau de la santé, au niveau scolaire, au niveau de l'alimentation, au niveau de la transformation agricole, et que j'en passe, au niveau de la sécurité, on ne peut que aller dans ce sens. Et donc, ce cadre réglementaire favorise désormais cette chose
qui est soutenu par un certain nombre d'initiatives, notamment le programme OCEF du Millennium Challenge Account, qui a un objectif de plus de 50 milliards investis dans ce cadre-là, avec des projets qui vont impacter plus de 710 000 personnes dans plus de 130 localités dans notre pays. Plusieurs projets de construction de nouvelles centrales, en plus des centrales solaires que j'ai évoquées tout à l'heure. Centrale à Maria-Gleta, que nous avions inaugurée en 2019. Nous allons construire l'équivalent encore et augmenter la puissance. Nous allons construire 2 autres centrales de ce type avec un objectif d'ici fin 2022, début 2023. Nous aurons sur notre sol l'équivalent de 400 MW, dont 25% d'énergie solaire. Nous allons même plus loin à travers des initiatives, entre guillemets, révolutionnaires, dans le sens au milieu rural, à travers des biodigesteurs. Les biodigesteurs, en fait, c'est l'utilisation des déchets organiques pour produire du gaz, et ces gaz permettent donc d'allumer des lumières, de faire de la cuisson, etc. Et ces déchets organiques, on les trouve beaucoup dans les milieux ruraux, donc on est en train d'aider nos populations à pouvoir les utiliser et transformer en énergie. Nous avons déjà installé 131 biodigesteurs et on va continuer à accélérer. D'ailleurs, depuis 2 mois, maintenant, le Bénin a pris la tête de l'association de l'Afrique occidentale et centrale des biodigesteurs. Donc, c'est un levier particulier pour nous pour accélérer cela. Deuxième pan, c'est le transport. Et après la distribution, nous avons une quinzaine de projets aujourd'hui. Je veux citer le projet Prera, je veux citer le projet Presse Ready, je veux citer le projet PEDER, le projet PASE, dont l'objectif est de tout faire pour accélérer l'extension du réseau de notre pays, densifier plus pour que plus de monde puisse avoir accès à l'électricité. Nous avions, en 2016, dit que fin 2019, il n'y aura plus dans notre pays aucun moyen de location pour produire de l'électricité dans notre pays. Nous avons tenu ce pari. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a aucune location pour produire de l'électricité. Mieux, nous avons atteint un niveau d'autonomie aujourd'hui de 60%. Au moins, je dirais, par notre production propre. Nous avons éradiqué l'ensemble des dettes sous lesquelles nous croulions quand on était arrivé en avril 2016 et qui faisait que les importateurs, enfin les fournisseurs étrangers pouvaient nous couper quand ils veulent. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils courent pour nous demander d'acheter leur électricité. C'est pour vous dire que cette révolution prônée par le président Patrice Talon à travers cette ambition, ce projet, à travers les 4 projets phares du programme d'action du gouvernement, est en train de changer littéralement le visage, je dirais, économique, structurellement économique de notre pays à travers cette disponibilité de plus en plus importante en quantité et en qualité de l'énergie électrique dans notre pays. Monsieur le ministre, dans vos explications, vous avez parlé des centrales que vous allez encore installer à travers le pays, à Parakou et d'ailleurs. Partout d'ailleurs, pour assurer l'énergie électrique à toute la population. Mais nous avons constaté que Maria-Gleta, la centrale qui est là-bas, c'est au cœur de la population. Est-ce que des dispositions sont prises pour garantir la sécurité sanitaire et également assurer un environnement sain pour ces populations? Alors, la question que vous posez, c'est une préoccupation légitime. Je disais tantôt que l'improvisation n'est plus de mise sous l'ère du nouveau départ. Que tout projet est mûri, analysé, avec des études obligatoires. Nous travaillons méthodiquement avec discernement. Vous parliez de la centrale de Maria-Gleta. Ça a été fait également dans ce cadre, avec le respect des normes internationales. Je précise, le respect des normes internationales
en matière de valeur limite d'émission. Ça veut dire que la population ou l'impact que ces centrales peuvent avoir sur l'environnement est très limité et contrôlé. On ne peut pas faire n'importe quoi par rapport à ça. J'ai même envie de vous dire, si je prends quelques éléments, le bruit par exemple. La centrale de Maria-Gleta est donnée pour faire 75 décibels à l'extérieur. En fait, c'est le bruit que fait une motocyclette. Le bruit d'une moto qui passe à côté de vous, une motocyclette, c'est ça l'équivalent de ce qu'on lui demande qu'il ne doit pas dépasser. Mais la centrale de Maria-Gleta délivre aujourd'hui 40 décibels, c'est-à-dire la moitié de ce que délivre une motocyclette. Si vous avez la chance, si vous voulez la faire visiter cette centrale, vous allez voir que je la veux bien. Dehors, on n'entend pratiquement pas de bruit. Ça, c'est un élément. Deuxièmement, toutes les émissions, que ce soit en oxyde de soufre ou en oxyde d'azote, sont à des niveaux excessivement bas par rapport à ce qu'on préconise au niveau international. C'est pour vous dire qu'on a été très content de la qualité de construction de cette infrastructure majeure, cette première, il y en aura d'autres, et que on s'enorgueillit de voir que la disponibilité également de cette centrale, qui a été de 98% sa première année, avec le respect de ces valeurs limites d'émission, montre que c'est un vrai bijou que le Bénin a mis en place quand on compare à ce type de centrale dans la sous-région. Et c'est comme ça que nous travaillons et nous allons continuer. Vous savez, à côté de cette centrale, il y a plusieurs actions socio-communautaires qui ont été mises en œuvre pour aussi permettre à la population environnante de bénéficier de cette infrastructure. Non seulement ça va produire de l'électricité qu'ils doivent aussi utiliser, mais également nous avions construit une vingtaine de salles de classe, nous avons construit le commissariat, nous avons construit des clôtures d'écoles qui n'en avaient pas, nous avions construit 25 km de réseau basse tension pour aller dans les maisons et éviter les toiles d'araignée qu'on avait dans cette zone. Donc, autant d'actions que nous avons menées. Mais au-delà de ça, de votre question, j'aimerais en 2 secondes vous parler du projet Pana Énergie. En fait, qui est au-delà de construction, de centrales, de lignes, de tout ce que vous voulez, montre la responsabilité encore plus forte de ce gouvernement à travers ce mix énergétique et ce programme que nous délivrons. Ce projet, PANA, est le projet en fait de renforcement de la résilience, en fait, de tout ce qui concerne le secteur de l'énergie par rapport à leur impact au changement climatique. Donc, plus encore que ce que vous me demandez. Et là, nous sommes rassurés maintenant. Et à travers ça, on a plusieurs projets, par exemple, de reboisement, parce que le bois énergie, le fait que les gens utilisent le bois pour préparer, c'est aussi de l'énergie qui attaque nos forêts, etc. Ouais. Donc, on s'en préoccupe en reboisant, on s'en préoccupe en faisant en sorte de promouvoir des installations qui peuvent permettre d'utiliser moins de bois, des fours améliorés, voilà, c'est le terme. Et puis, par exemple, nous installons dans les milieux ruraux des infrastructures résilientes, que ce soit des lampadaires solaires qui peuvent résister aux intempéries, à la chaleur qui monte, etc. Des mini-centrales solaires avec des mini-réseaux pour permettre la transformation des produits agricoles. Autant d'initiatives, je vous ai parlé de biodigesteurs. Oui. La préoccupation est au cœur de la stratégie énergétique électrique du Bénin. Est-ce que vous rassurez la population que d'ici à 2030, donc dans moins d'une décennie, que l'ODD 7 sera vraiment atteint? Pour moi, c'est inéluctable et le gouvernement du Bénin y travaille de jour comme de nuit. Et je ne crois pas, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour vous dire le contraire. Pour moi, les lignes où les astres sont alignés et que l'ODD 7 sera atteint dans toutes ses dimensions.
Et je peux vous dire que ce qui se passe au Bénin aujourd'hui m'amène à dire que l'énergie est au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunités, grâce au président Patrice Talon. Quel est votre mot de la fin pour conclure cet entretien? Je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative, parce qu'à travers vous, c'est notre façon aussi de communiquer à nos concitoyens et au-delà de très grandes choses, des choses extraordinaires, des choses historiques qui sont mises en œuvre dans notre pays depuis bientôt 5 ans et qui produisent des résultats jamais égalés et qui doit les conforter dans le sens que les améliorations qu'ils notent aujourd'hui, particulièrement dans le secteur de l'énergie, sont des améliorations qui seront durables parce que l'ambition est là, la détermination est là, l'engagement est là. Et cela associé à 3 éléments principaux que sont, nous savons exactement ce que nous devons faire. Nous savons exactement comment on doit le faire. Nous savons exactement quand est-ce qu'on va le faire. Si cela, on met ça sous le chapeau de la volonté politique affichée clairement, je crois qu'il n'y a pas de raison que ce secteur puisse jouer durablement le rôle de socle de développement économique de notre pays, comme dans tout pays au monde. C'est pour ça que je tiens vraiment à demander à nos concitoyens que, au vu de tout ça, ils n'ont qu'à simplement patienter parce que le gouvernement du Bénin travaille pour eux. Merci, Monsieur le ministre. Chers internautes, le gouvernement du Bénin travaille dans la détermination pour garantir à toute la population d'avoir accès à l'énergie électrique à temps. Une énergie durable, fiable, moderne, au meilleur coût. Et donc, vous êtes rassurés que d'ici à 2030, dans moins d'une décennie, tout ce que vous voulez en termes de fourniture électrique sera fait. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.